Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je vous avais fait tout un cinéma hier sur la synergie, sur l'union. Mon enthousiasme débordant finira par me jouer des tours. Mais qui puis-je? J'avais exprimé mon avis personnel sur la question, pour vous dire que ce qui comptait le plus, c'était l'action en elle-même. L'action des 19, bien sûr, dont nous parlons encore aujourd'hui, qui jetait un éclairage supplémentaire sur un problème que plus personne ne semblait vouloir évoquer seulement. Parce qu'un long et laborieux travail de conditionnement des esprits avait fini par banaliser la question au point où les gens ne s'étonnent plus qu'un président, un chef d'État, puisse avoir été élu à un 4e mandat sans même en avoir exprimé publiquement l'intention, sans avoir fait sa campagne électorale, sans avoir dit un seul mot ni avant, ni pendant, ni après. Un président qui ne s'est pas exprimé à la nation des mois avant la fin de son 3e mandat, depuis plus de 3 ans maintenant. Un président dont c'est un secret de polichinelle de toutes les façons, qui n'est plus en mesure de diriger parce que depuis son dernier AVC, il a perdu la quasi-totalité de ses facultés intellectuelles et cognitives. Et si ce n'est pas le cas, qu'on nous le montre, qu'on le laisse nous parler, qu'on le laisse recevoir des journalistes, qu'il invite donc les journalistes à une conférence de presse, qu'il, même s'il n'est pas très audible, même s'il met son micro pour pilote, pour aviateur sur la gorge, sur la carotide, pour amplifier le son, l'essentiel, qu'on l'écoute comme l'a écouté François Hollande, qui dit avoir discuté avec lui pendant 2 heures de sujets très complexes, comme je l'ai dit hier. Un président, j'en perds mes mots, j'en avale ma langue, un président qui n'a que quelques instants de lucidité, et encore, très relative par ailleurs, par jour. Le rouleau compresseur d'une hallucinante propagande est donc passé sur l'opinion publique. Et l'incroyable s'est produit. Malgré cette hallucinante situation, qu'on n'a jamais vue dans l'histoire des nations, jamais, et bien que presque plus personne n'ignore que ce sont d'autres gens qui règnent au nom de ce président déconnecté de toute réalité, tout le monde fait comme si de rien n'était. C'est pour cela, c'est parce qu'il fallait absolument secouer cette mortifère léthargie que l'initiative des 19 était salutaire en soi. Même si parmi ces signataires, certains sont particulièrement impopulaires. Qu'importe! J'ai personnellement reçu des messages de téléspectateurs qui n'ont pas apprécié. Mais alors, pas du tout, qu'El Magharibiya puisse traiter de cette démarche sous un angle qui l'approuve et l'encourage. On m'a fait clairement savoir, parfois en des termes très durs, que notre attitude était décevante. Quelqu'un m'a même dit que nous avons vendu le match. Bateau le match, m'a-t-il dit. Ce genre de réaction, comme je l'ai dit dans l'émission d'hier, consiste à lâcher la proie pour l'ombre. C'est se focaliser sur ce qui est reproché à certains signataires et ne pas tenir compte que c'est justement leur qualité de membres ou de clients du régime qui rend leur initiative encore plus accablante pour ce même régime. Des opposants ont déjà entamé de telles actions, dénoncé l'opacité qui entoure les activités du président, déclaré publiquement, ici même, dans cette émission, qu'il n'est pas en état de présider aux destinées du pays, accusé certains de ses proches, notamment son propre frère, de parler et de signer en ses noms et lieux,
Ils ont fait des déclarations autrement plus graves, infiniment plus alarmantes que le contenu de la lettre des 19, qui est très hésitante et qui parle du président, le brave, le révolutionnaire, celui... Je ne sais pas, quand on entend les termes qu'ils ont utilisés, il y a vraiment de quoi se poser des questions, mais là n'est pas le problème. Parce que les opposants qui ont dénoncé cet état de fait n'ont pas réussi à soulever la moindre petite vague. Parce qu'ils sont dans l'opposition, justement, et que leur voix est étouffée. Alors que l'initiative des 19 a provoqué une sorte de tsunami. Pour la simple raison, justement, que parmi les signataires, pas tous, il se trouve des alliés et des clients du régime. Mais certains, parmi eux, sont hors de cette logique. Mais il n'empêche que ces alliés et ces clients particulièrement emblématiques ont apporté un changement dans la donne. Le fait qu'ils se soient engouffrés dans cette démarche est d'une importance capitale. Et c'est cela, pensent certains acteurs politiques, qui devraient être mis à profit par toute l'opposition, parce que désormais, quelle que soit la réponse du régime, un coup très dur lui a été porté, depuis ses propres rangs. Une brèche vient d'être ouverte en son sein, dans la savante construction qui a été mise en place pour banaliser l'indicible. Mais le régime ne va pas rester les bras croisés. Le travail de sape a déjà commencé et il a déjà porté ses fruits. La synergie et l'union qui devaient garantir le succès de cette démarche sont sur le point de voler en éclats. Le régime a entrepris de semer la zizanie parmi les demandeurs d'audience. Des dissensions sont apparues au sein des signataires. On apprend déjà que 3 parmi eux se sont retirés. Zahira Yahi, Samia Zinadi, Rachid Haj Nasr. Ils ont déclaré tout benoîtement qu'ils ont fait montre d'une naïveté politique et de précipitation. Pour les autres, certaines sources avancent que le président serait prêt à recevoir quelques-uns parmi eux, triés sur le volet, sur le canevas de Rennouchi, Hollande et Brahimi. Mais quoi qu'il puisse se passer, même si l'initiative explose, que les autres membres sortant filent à l'anglaise, un tournant vient d'être pris. Le roi est nu. Tout le monde sait aujourd'hui que l'état de santé du président ne lui permet pas d'assumer ses charges, puisqu'une simple demande d'audience, exprimée par des citoyens qui ne sont ni Rennouchi, ni Brahimi, ni Hollande, ni Ségolène Royal, a jeté une telle panique au cœur du sérail. Un régime qui montre tout seul, comme un grand, que Abdelaziz Bouteflika ne peut pas se prêter à un tel exercice, c'est-à-dire juste recevoir des citoyens et leur parler en direct. Et non pas faire 3 heures de tournage avec Brahimi pour obtenir 30 secondes d'image où on voit le pauvre malade faire des moulinets. Et il ne faut pas douter que l'opposition, aussi velléitaire soit-elle, est sur le point d'invoquer de nouveau l'article 88 de la Constitution pour mettre en branle la procédure d'empêchement pour raison de santé. Tout cela au moment où le régime est sur le point de rendre public son projet de constitution dont on dit qu'il est essentiellement destiné à mettre la succession de l'actuel président sur les rails. C'est donc un vrai événement, un moment fatidique pour le pays. Avec nous aujourd'hui, et pour revenir sur cet événement par ordre alphabétique, Sofiane Jilali, président de Jil Jadid, Mohamed Maïz, médecin et membre du Congrès pour le changement démocratique, Rachid Nekez, président du Mouvement pour la jeunesse et le changement. Sofiane Jilali, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, d'abord, vous avez entendu parler du retrait de ces 3 personnes
qui disent avoir été en quelque sorte trompés, qu'ils se sont précipités, qu'ils ont fait preuve de précipitation, de naïveté politique. Sofiane Gilali. Je suis désolé, je crois que la ligne est très mauvaise, mais j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Au sujet de la dissension apparente des trois signataires. En effet. Je pense que dans tout travail de groupe en Algérie, il faut s'attendre à ce genre de sape. Il y a toujours des gens qui présentent certaines fragilités, soit psychologiques ou des fragilités politiques. Et le pouvoir sait toujours les utiliser pour essayer de briser de l'intérieur toute volonté de changement ou de dynamique. Mais au-delà de ces épiphénomènes, l'important est tout ce qui est en train de se développer. Je pense que là, aujourd'hui, il y a une grande difficulté pour le pouvoir. Le roi est en échec. Et si cela devait continuer, je pense qu'il y aura un échec et mat dans pas très longtemps. Mais Sofiane Gilali, vous pensez que quelle que soit la démarche et l'aboutissement de cette démarche, ça va être un coup pour le régime, puisque c'est de son sein que sont sorties de telles revendications. Ça veut dire que ces gens, en voulant voir le président, ils ont clairement dit qu'ils doutent que ce soit le président qui dirige le pays. Ils l'ont d'ailleurs dit dans des interviews au public. Bien entendu, d'autant plus que c'était des proches, on peut qualifier les femmes du président, c'est-à-dire ces personnalités qui entraient chez lui, qui discutaient avec lui des heures durant, qui le connaissaient très bien. Et ce qui signifie que maintenant, le président Bouteflika est coupé de tout l'entourage, de tous ses amis. Il est vraiment pris en otage, même si probablement c'est un otage consentant. Mais le problème est qu'au-delà de la personne elle-même, c'est la fonction présidentielle qui est prise en otage. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Maintenant que cela vient de l'intérieur du régime, cela est d'autant plus intéressant parce que l'opposition... On pouvait toujours dire ce qu'on voulait. Moi, déjà, le 30 mars 2013, j'avais dit non au 4e mandat. On avait dit que c'était un coup d'État rampant en 2014. On avait dit que le président était malade et incapable de gérer. Mais quand vous êtes dans l'opposition, il y a les limites naturelles de l'exercice. Mais maintenant que le problème apparaît de l'intérieur même, c'est là où il y a l'intérêt de la situation. La feuille de vigne est tombée et le pouvoir se trouve complètement dénudé face à son horreur, face à ses mensonges, face à ses manipulations. Et j'imagine qu'une fois l'abcès ouvert, il va sortir beaucoup de choses pas très belles. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Mohamed Maïz, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous en Skype. Oui, bonsoir. Alors, avant d'en arriver à la démarche en elle-même, que pensez-vous du retrait de ces trois signataires qui disent avoir fait montre d'une grande naïveté politique, de s'être précipités, etc., d'avoir même été trompés, semble-t-il? Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je salue par là même les téléspectateurs d'El Maralibia. En fait, je rejoins aussi l'avis de Sofiane, que je salue d'ailleurs. Cela fait partie des manœuvres du pouvoir. Il a toujours usé et abusé de ce genre de manipulation. Et donc, il ne faut pas aussi s'étonner qu'il y en aurait d'autres qui vont se rétracter. Eh bien, donc, indépendamment de ce retrait qui était peut-être prévisible, on sait comment le pouvoir a toujours agi, même au sein des partis politiques et au sein des associations. Je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'attirer l'attention, c'est que cette démarche du 19, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, a eu le privilège des médias, elle a même été surmédiatisée, y compris par El Maralibia, alors que d'autres initiatives, comme celle des partis d'opposition, qui ont demandé à voir le président, mais qui n'a pas eu autant d'intérêt.
Mais bon, effectivement, le fait que cela émane de proches du pouvoir, de proches de Bouteflika, a peut-être suscité cet intérêt pour dire que le danger vient de l'intérieur. Non, le danger ne vient pas de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Eh ben, ils disent ce qui a toujours été dit depuis des années, depuis le troisième mandat et le quatrième mandat. Ils disent, et je cite, il y a une situation de délitement des institutions de l'État et un remplacement du fonctionnement institutionnel par un fonctionnement parallèle, illégal et illégitime. Ben, ça, nous le savons depuis bien longtemps. La preuve, le président s'était bien réuni au Val-de-Grâce avec son ministre, son ministre de la Défense, enfin son vice-ministre de la Défense et son ministre de l'Intérieur, ils sont bien réunis au Val-de-Grâce sous la haute... Sous la photo de François Hollande. Absolument. Donc, ceci, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la souveraineté de l'État? Donc cette atteinte à la souveraineté de l'État, nous l'avons aperçue depuis bien longtemps. En fait, on dit qu'ils se sont réunis au Val-de-Grâce. Mais nous, on a vu des photos où on les voit ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont réunis. Depuis qu'il a eu son AVC, on nous montre des images où on le voit en train de faire des moulinets, de parler, mais en fait, personne ne l'entend. Il semble qu'il ne fait aucune réunion, que ce sont juste des images qu'on nous transmet. Même si ce sont des images, en tout cas, ils sont réunis sous le tableau officiel, le portrait officiel de François Hollande. François Hollande. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a quelque chose qui est passé peut-être inaperçu et que les partis politiques de l'opposition n'en ont pas parlé. Vous savez que pendant 6 mois, l'Algérie n'avait pas de président du Conseil constitutionnel. La fin de mission de l'ex-président du Conseil constitutionnel, il y a eu 6 mois après, le président a nommé Meddelsi comme remplaçant. Et ça, c'est ce qu'on appelle une rupture dans la continuité des institutions de l'État. Ailleurs, c'est un acte de haute trahison. La rupture de la continuité des institutions et de la prérogative première du président de la République. Le président, à cette époque-là, a risqué de mener le pays dans une situation extrêmement grave. Imaginez que dans ces 6 mois, le président serait mort. Qui aurait pris la décision d'entamer une procédure et donc, il faut rappeler aussi que Meddelsi, qui est un proche du clan Bouteflika, a été nommé juste après l'AVC du président pour empêcher justement toute procédure d'empêchement et d'application de l'article 88. Absolument. Mais avant, on n'avait pas de président du Conseil constitutionnel, ce qui est un acte extrêmement grave. Donc, pour revenir à cette démarche, de deux choses l'une, ou ces gens-là qui disent au président nous sommes vos proches, nous sommes vos amis, nous sommes d'accord avec ce que vous faites, mais nous voulons vous voir parce qu'il y a des choses qui se passent et dont vous n'êtes pas au courant. Donc, où ce président de la République n'est pas au courant, ça veut dire qu'il est malade, qu'il est impotent, qu'il est amoindri physiquement, moralement, intellectuellement, et ceci est grave, ou il est au courant et c'est encore plus grave. Et dans les deux cas, il en est responsable de la situation qui prévaut dans ce pays. Absolument, absolument. C'est très logique ce que vous dites. Restez avec nous, Mohamed Maïz. J'accueille à présent Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, c'est Jamal. De vous rejoindre et de rejoindre Sofiane Djilali et Mohamed Maïz. Merci. Alors justement, tout à l'heure, vous aviez parlé à mon assistante, Samia, et à ma collaboratrice. Je dis mon assistante, je sais qu'elle va faire les gros yeux. Très bien, qui prépare très bien les émissions. Voilà. Alors, vous lui avez dit que vous n'étiez pas très d'accord avec Sofiane Djilali. Donc voilà, je vous laisse vous exprimer. Et alhamdoulilah, il m'a rassuré. Ah, il vous a rassuré entre-temps. Ah, alhamdoulilah. Ah, depuis que... rassuré. Ah bah alors ça va. Moi, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu accrocher un peu les... Tout va bien. Provoquer une petite bagarre. Tout va bien.
Alors dites-moi, Rachid Nekez, votre avis d'abord sur le retrait de ces 3 signataires, en attendant que d'autres les rejoignent. Alors, vous savez, j'ai appris, moi, déjà la nouvelle de cette initiative pendant que je faisais une marche de 600 km à pied de Tlemcen à Alger pour essayer d'obtenir l'agrément du parti politique, donc Mouvement pour la jeunesse et le changement. Et à vrai dire, j'ai été très agréablement surpris. J'ai dit, alhamdoulilah, dans notre pays, il y a quand même des gens qui font partie du système ou qui en ont fait partie et qui se posent des questions intelligentes de l'ordre de l'intérêt général du pays. Alors qu'il y ait ensuite 3, 4, 5, 10 personnes qui se retirent parce qu'elles ont subi des pressions de certains membres du gouvernement ou du système, à vrai dire, je crois que c'est une information secondaire. Ça fait partie de la logique des groupes, ça, de la dynamique des groupes. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des personnalités très fortes parmi ces 19 personnes, comme Madame Zora Drif, qui était une des grandes combattantes pendant la Révolution algérienne de 54 à 62. Il y a Madame Khalida Toubi, qui a été ministre de la Culture pendant de nombreuses années aux côtés du président Bouteflika. Et il y a bien sûr, il y a la grande Louisa Hanoun, qu'on peut aimer ou détester. Il n'en demeure pas moins que ce sont 3 voix qui sont fortes et qui sont symptomatiques d'un malaise profond au plus haut niveau de l'État aujourd'hui. Et je tiens non seulement à féliciter l'initiative des 19, mais comme je l'ai écrit sur ma page Facebook... On ne dit plus l'initiative des 19 désormais, on dit l'initiative des 16 et on commence le compte à rebours. L'initiative originale, c'est l'initiative des 19, donc c'est cette initiative-là que je félicite et je me joins à cette initiative. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai appelé Sofiane Djellali, je lui ai dit, puisque M. Sofiane Djellali habite au même endroit que le président de la République, c'est-à-dire dans la ville de Zeralda, il faut le dire, depuis 3 ans, le président Bouteflika n'habite plus à El Mourati, à Alger, il habite à Zeralda, pas très loin de M. Sofiane Djellali. Donc je lui ai dit, j'attends ton feu vert pour aller directement à Zeralda rencontrer le président de la République et lancer un appel à tous les Algériens, bien sûr les 19, mais aussi tous les Algériens qui souhaitent avoir des nouvelles de notre président. On l'aime ou qu'on le déteste, sur le plan constitutionnel, le président Bouteflika est le président de tous les Algériens. Alors, dites-en-nous plus. Vous comptez entreprendre une marche du peuple algérien vers Zeralda pour aller voir le président, lui rendre visite? C'est une idée que je vais défendre, que j'ai soumise à M. Sofiane Djellali et je souhaite, puisqu'il habite à Zeralda dans la même ville que le président Bouteflika, que ce soit lui qui choisisse la date et je serai le premier à aller me joindre à lui pour rencontrer le président Bouteflika et en demandant à tous les Algériens qui nous font confiance et qui veulent aussi savoir comment va notre président d'y participer de façon totalement pacifique, ouverte sur le monde, bien sûr. Mais Rachid Nekez, si le président Bouteflika était en mesure de recevoir, vous ne pensez pas qu'il aurait désamorcé cette crise que viennent de créer les 19 et avant eux l'opposition qui a demandé aussi à le voir mais dont on n'a tenu aucun compte? Vous ne pensez pas qu'il peut juste convoquer une conférence de presse, recevoir quelques journalistes, se montrer, parler, s'adresser au peuple algérien pendant 5 minutes et le tour est joué? S'il ne le fait pas de cette façon alors qu'il est en pleine crise, c'est pas lui, si ceux qui le tiennent en otage ne lui conseillent pas de donner cette conférence de presse, pourquoi voulez-vous qu'il reçoive la population? Vous savez, le bon sens populaire dit qu'il faut aller jusqu'à la porte du menteur. Donc il faut jouer le jeu, puisque celles et ceux qui aujourd'hui occupent la réalité du pouvoir nous disent que le président va bien, eh bien allons voir le président directement. Et on verra qui dit la vérité et qui dit le mensonge. Moi, j'ai l'intime conviction que le président va très très mal, comme des millions d'Algériens le savent, mais il y a un moment donné, il faut être dans la cohérence d'une action. Nous avons la chance d'avoir 17 personnalités qui ont fait partie ou qui font partie du régime, qui se posent des questions de bon sens sur la réalité la réalité effective du pouvoir exercé par le président Bouteflika. Je crois qu'il faut aller à Zeralda et voir de nos
avec nos propres yeux si le président va bien ou mal. Donc je crois que l'Algérie aujourd'hui traverse une période très difficile, très sensible, où des personnes comme M. Ouyahia ou M. Saïd Hadi utilisent la peur de la population par rapport à tout type de changement dans notre pays pour ne rien toucher. Je tiens à dire, par exemple, que lorsque Saïd Hadi a dit que M. Chakib Khalil était le meilleur ministre de l'histoire de l'Algérie, j'ai trouvé ça scandaleux. Mais M. Saïd Hadi peut dire des choses pareilles, parce qu'il n'y a personne pour lui dire le contraire. C'est pour ça que j'ai dit qui était président de la Sonatrach et qui était ministre des Mines et de l'Énergie en 2002 lorsqu'ils ont donné 65% du gaz naturel d'Adral à la France jusqu'en 2043. Ce monsieur s'appelait Chakib Khalil. Donc aujourd'hui, il y a une impunité morale totale en Algérie et il faut, je crois, profiter de toutes les occasions pour mener des actions pacifiques, citoyennes, afin d'encourager ceux qui exercent le pouvoir de façon illégitime aujourd'hui puissent sortir. Et je renouvelle ma proposition d'amnistie pour que les dirigeants politiques algériens quittent pacifiquement le pouvoir à la date du 17. Nous allons y revenir, Rachid Nekaz, sur ce sujet d'amnistie. Restez avec nous. Soufiane Djilali, Rachid Nekaz suggère qu'il y a un vaste mouvement populaire en direction de la résidence du président de la République pour demander à le voir. Mais en fait, même s'il est malade, même s'il ne peut pas s'exprimer juridiquement, personne n'est habilité de façon légale à déclarer qu'il est dans l'incapacité, sauf des médecins dûment désignés, des professeurs en médecine désignés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi, tout simplement, ne pas mettre en branle une nouvelle fois cette procédure et forcer la main au régime par une vaste mobilisation populaire pour exiger de mettre en branle la procédure d'empêchement? On ne dit pas qu'il faut chasser le président, on dit juste qu'ils doivent être examinés par des médecins intègres. Et s'ils nous disent qu'il est en bonne santé, alors il est en bonne santé. Soufiane Djilali, est-ce que nous l'avons perdu? Alors, tout d'abord, je remercie M. Rachid Nekaz pour toute la confiance qu'il veut placer en moi. Mais il faut des prérequis pour faire ce genre d'action. Il est évident que maintenant, la population se pose la question clairement et franchement. Tout le monde s'aperçoit que le président de la République est hors d'état de conduire le pays et que la question de l'article 88 va se poser naturellement et à de multiples reprises maintenant. Nous pouvons faire bien sûr la proposition qu'il y ait une délégation de médecins qui aille vérifier sur place, forcer un peu la main au Conseil constitutionnel pour qu'il réagisse, parce que là nous sommes dans un vrai scandale. Il est impossible de tenir comme ça aussi longtemps et d'une manière ou d'une autre les choses devront se débloquer. Est-ce que vous comptez, Soufiane Djilali, une petite question, mais qui me semble importante. Oui, je vous en prie. Au début de votre entretien avec Nekaz, il vous a dit que je l'avais rassuré quant à mes positions, parce que semble-t-il, il avait compris que j'avais critiqué la démarche des 19. Oui, effectivement. Ce n'était pas du tout ma position. Je l'avais déjà donné à Al-Magharibiya chez Jamal Din, puis Al-Magharibiya 2, aujourd'hui chez vous. Et je réitère toujours la même position. Nous ne sommes absolument pas en concurrence politique avec les 19. Les 19 sont des citoyens et parmi eux des citoyens tout à fait honorables et dignes de confiance. Et si aujourd'hui ils demandent à visiter le président de la République, c'est une très bonne chose. J'avais simplement expliqué que je n'étais pas forcément en accord politique avec l'ensemble des 19, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que ce n'est pas un mal que de le dire et de le penser. Soufiane Djilali. L'important, c'est la suite. Or, il y a eu quelques réactions, peut-être pas très réfléchies au niveau de certaines parties de l'opposition, qui ont plutôt focalisé sur des personnalités idéologiquement non conformes ou non compatibles, au lieu de s'intéresser à l'action politique elle-même. Exact. Je crois qu'il faut mettre beaucoup plus de pragmatisme. Au lieu de juger X, Y ou Z sur son passé,
L'essentiel est qu'aujourd'hui, il y ait un mouvement important de l'intérieur du régime qui remette en cause le statu quo. Et de cela, l'opposition ne pouvait pas le faire. Elle est venue de la part de ces personnalités. Il faut leur rendre grâce pour cela. Mais ça ne signifie pas qu'on puisse faire une alliance. Donc que les téléspectateurs et beaucoup de gens qui ont réagi à El Maghribi en particulier se sont focalisés pour critiquer des personnages au lieu de juger de l'importance de l'action. Sofiane Djilali, ce qui nous importe, Sofiane Djilali, le pouvoir est profondément déstabilisé. Sofiane Djilali. Et maintenant, maintenant que nous en sommes là, est-ce que l'opposition dont vous faites partie, la CLTD notamment, votre propre parti et la CLTD, est-ce que vous allez rester comme ça, confiné dans une opposition qui ne fait pas grand-chose, il faut dire? Pourquoi n'appelez-vous pas à un très vaste rassemblement de tout le monde pour enfin exiger cette procédure d'empêchement, la mise en branle de l'article 88? Oui, là, il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent. Il faut juste donner le temps à chacun de reprendre son souffle, si j'ose dire. Des choses vont se réaliser, bien sûr. L'opposition est très consciente, elle est mature, il y a des contacts bilatéraux qui se développent. C'est une situation qui ne va pas se débloquer en 2 ou 3 jours. Mais dans les 2, 3 semaines, 4 semaines à venir, je pense qu'il y aura une très grande évolution. Le pays doit sortir du piège dans lequel on veut l'enfermer. Aujourd'hui, par exemple, la constitution que voulait passer le clan présidentiel, à mon avis, est déjà hors programme. Le gros problème du pouvoir maintenant est de prouver l'existence, j'allais dire, politique du président. Et il va être extrêmement difficile pour son entourage, les preneurs d'otages, d'imposer une constitution au nom du président. Donc déjà, c'est une nette évolution, mais la scène politique va nous promettre très probablement des développements importants les jours à venir. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Mohamed Maïz, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour essayer de faire bouger les lignes? Est-ce qu'on va continuer comme ça, à tourner en rang, à subir cette situation qui est inédite, il faut le dire, dans toute l'histoire des nations? On ne connaît pas d'histoire de ce genre dans toute l'histoire. Du moins, moi, je n'en connais pas. Bien, il y a certains éléments que je voudrais reprendre. Tout d'abord, ceux qui dénient le droit à Saadani ou Yahya ou à Sellal de parler au nom du président, il faut revenir un peu en arrière. Ce président n'a jamais été candidat. On l'a mis candidat et on a fait sa campagne électorale, on l'a placé en tant que président et là, ils sont dans la continuité de leur rôle. De ce président, ce candidat qui a été candidat à la présidence n'a pas fait un seul meeting, ne s'est pas adressé une seule fois à ses électeurs, n'a pas fait sa campagne électorale. Ce sont ces gens-là qui ont fait sa campagne électorale et ce sont ces gens-là qui l'ont mis à la tête de la présidence et ce sont ces gens-là qui s'occupent aujourd'hui de parler à sa place. Maintenant, il faut être pragmatique. Tout le monde sait, même ma belle-mère, quand elle voit le président de la République à la télévision, elle trouve tranquille. Il est malade, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est un président qui est malade, qui est impotent physiquement, diminué intellectuellement et moralement. Donc, vouloir aller à la présidence, le voir pour voir si réellement il est serein, c'est quand même pas logique. Il faut le dire aussi, c'est encore plus grave, que depuis le 3e mandat, l'Algérie n'est plus gouvernée. Enfin, elle est gouvernée, mais pas par les institutions censées gouverner l'Algérie. J'en arrive. L'Algérie est gérée comme une entreprise. Ce n'est plus... L'Algérie n'a plus un personnel aux affaires du pays, elle est devenue l'Algérie des affaires. Ce n'est plus un État, il y a une oligarchie militaro-financière
qui a pris les rênes de ce pays et elle est en train de mener sa propre politique. Donc, pour en revenir à cette histoire de l'article 88 et l'empêchement, il faut être sérieux. Le président ou ceux qui agissent au nom du président, ils ont tous les leviers de commande de l'État entre leurs mains. Qui c'est qui va imposer au Conseil constitutionnel de nommer une délégation pour aller voir l'empêchement du président? Le Sénat, Dielhom, l'APN, Dielhom, le gouvernement, Dielhom, Conseil constitutionnel, Dielhom, la justice, Dielhom, l'armée, Dielhom. Qui c'est qui va entamer une procédure pareille? Soyons sérieux. Donc le problème ne va pas se situer à ce niveau-là. Mais là, je vais un peu peut-être titiller mon ami Sofiane dans le cadre de la CNLTD et de l'opposition. Moi, je dis que l'opposition n'est pas en train de jouer son rôle, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est partie prenante du statu quo. Elle est partie prenante du statu quo parce qu'elle joue son rôle d'opposition dans un régime qui se targue de démocratie alors qu'il ne l'est pas. Si réellement cette opposition veut faire avancer les choses, et cette opposition qui parle de crise politique, il n'y a pas de crise politique. On ne vit pas une crise politique à partir du moment où vous avez toutes les institutions du pays qui sont installées. Donc, si réellement cette opposition veut aller au fond des choses et forcer le pouvoir à négocier une période de transition ou alors à discuter avec lui, d'abord qu'elle se retire de toutes les institutions élues dans lesquelles elle est représentative, qu'elle se retire de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'APU, des APC, et qu'elle laisse le RND et le FLN gérer ça. Là, on parlera d'une crise politique, et là, le pouvoir va devoir négocier avec l'opposition. Mais malheureusement, ils ne vont pas jusque-là. Ils ont fait un Mazafran 1. Oui, mais pardon, Mohamed Maïs. Dans le Parlement et le Sénat, il n'y a pas que les députés de la CLTD. Il y a d'autres partis. Oui, mais le fait de laisser le RND, le FLN et le tiers présidentiel. Et non, il y a d'autres partis. Il y a le parti, par exemple, Louisa Hannoun, il y a le FFS, il y a d'autres partis. Je parle de l'opposition d'une manière générale. Bon, j'ai cité la CN, mais je parle de l'opposition. Cette opposition qui, aujourd'hui, dit que ces institutions sont illégitimes et ils participent dans ces institutions. Et ils donnent l'argument de stabilité politique de ce pays en étant partie prenante de ces institutions. Moi, je trouve que vous avez tout à fait raison. Restez avec nous. On va demander à Soufiane Gilali de vous répondre avant d'aller chez Rachid Nekaz. Soufiane Gilali, donc, Mohamed Maïs dit que vous êtes partie prenante du statu quo et que de toute façon, parmi vous, certaines formations ont des députés, ont des maires, ont des membres de l'APUI, qu'ils participent avec ce régime, qu'ils le légalisent d'une certaine façon, qu'ils le formalisent. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Tout d'abord, en ce qui concerne l'Indianisme, nous n'avons pas de députés, nous ne sommes la pas CLTD, dans les institutions la CLTD. générales, nous sommes, j'allais dire, dans la rue. Nous nous battons avec des mains vides, on marche pieds nus. Voilà la réalité, parce que les gens de loin ont toujours l'impression que les partis politiques qui parlent ont derrière eux toute une machinerie et tout un tas de moyens. Nous ne sommes que de simples citoyens. Donc au lieu de critiquer le pouvoir avec ces milliards de dollars qu'il utilise, qu'il transfère, puisqu'on vient de le savoir par le ministre du Commerce, que 20 milliards de dollars par an sont transférés en surfacturation, et ce sont bien entendu les barons du régime. Alors au lieu d'ouvrir des enquêtes pour trouver ces fraudeurs et les traduire en justice, M. Berté Daïb vient tout juste de dire non, ce ne sont pas tous les importateurs, certains, mais il explique aussi que la surfacturation peut aller à 200 ou 300%. Donc nous sommes en plein surréalisme. Maintenant que les quelques députés de quelques partis d'opposition sortent de l'APN ou quelques rares maires qui démissionneraient, je ne pense pas que cela ferait bouger M. Bouteflika de sa chaise roulante. Soyons honnêtes.
Alors, Oui, mais, lorsqu'il y a des opportunités je présume que Mohamed Maïs parle pour que les gens surtout se de la mobilisent, portée symbolique se mobilisent. de cette Et contre présence. le pouvoir, ils se mobilisent contre l'opposition. C'est assez redoutable comme effet pervers. Restez avec nous, Souyan Gilali. On essaie de répartir le temps de parole de façon équitable. Et Rachid Nekaz est loin derrière. Rachid Nekaz, vous parliez tout à l'heure d'amnistie. Vous avez déjà tenu ce discours ici même, à Al-Magharibiya. Expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là, de façon claire. Vous savez, moi j'ai une lecture de la vie politique algérienne d'aujourd'hui à travers les 25 dernières années. Et j'ai essayé d'analyser pourquoi l'Algérie a loupé le coche des élections législatives de 91 qui ont privé le fils d'exercer le pouvoir en Algérie. Et qu'est-ce qui a fait que le président Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, a été tué en 92. Et les deux ont fait une erreur politique stratégique énorme. C'était de dire que si nous arrivons au pouvoir ou si nous exerçons le pouvoir, celles et ceux qui ont volé devront payer. Et je crois que ça a été une erreur fatale. Et je ne veux pas que l'Algérie reperde à nouveau 25 années au motif que des dirigeants politiques n'apprécient pas le rapport de force. Je suis convaincu que si nous ne garantissons pas aux dirigeants politiques actuels que nous ne les poursuivrons pas au niveau de la justice pour des motifs financiers ou fiscaux, je suis convaincu qu'ils Attendez, ne Rachid sortiront jamais du Nekaz, pouvoir. uniquement les problèmes financiers et fiscaux ou alors les crimes contre l'humanité, crimes de guerre? Non. Mon amnistie, elle est fiscale et financière. D'accord. Pour le reste, je n'interviens Ça veut dire pas. ceux qui ont détourné de l'argent, qui ont volé, qui ont surfacturé, qui ont pris de l'argent du peuple algérien, qui l'ont expatrié, qui l'ont exfiltré ailleurs, dans des paradis fiscaux, on leur pardonne, on leur dit il n'y a pas de souci, c'est terminé, on efface l'ardoise. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce Oui. que depuis 15 ans, l'Algérie elle a perdu 600 milliards de dollars parce que nous avons accordé des facilités aux entreprises et aux multinationales étrangères. Et je préfère pardonner les dirigeants actuels parce qu'ils ont volé entre 1 et 20 milliards de dollars et me donner la possibilité dans les années à venir en renégociant tous les contrats gaz et pétrole pour récupérer chaque année 15 milliards de dollars. Je crois que c'est du pragmatisme qu'il faut démontrer aujourd'hui en Algérie, puisque la situation elle est fragile et les dirigeants actuels, je crois. Mais qu'est-ce que vous allez gagner au change, Rachid Nekaz, en plus de la prime faite à la malhonnêteté? Qu'est-ce que vous allez gagner au change? Est-ce que ces gens-là vont rapatrier cet argent? Est-ce qu'ils vont le rendre? Est-ce qu'ils vont l'investir en Algérie? Qu'est-ce que vous allez gagner au change? Ce n'est pas une prime à la malhonnêteté, ça s'appelle du pragmatisme politique, de la réelle politique. Je préfère pardonner à ceux qui ont volé 20 milliards et récupérer par an 15 milliards de dollars en renégociant tous les contrats gaz et pétrole avec les multinationales, comme Total, comme Gaz de France. Je rappelle que Gaz de France, elle possède 65% du gaz naturel d'Adra jusqu'en 2000. Mais qu'est-ce que ça a à voir, Rachid Nekaz? Pardonner aux gens qui ont volé, qui ont détourné, qu'est-ce que ça a à voir avec renégocier les contrats? Pourquoi c'est lié? Je vais vous dire le lien. Dites-moi. Si aujourd'hui la France, elle cautionne le régime actuel, c'est parce que la France, elle a gagné 197 milliards de dollars rien qu'avec le contrat toit de gaz à Adra jusqu'en 2043. C'est pour ça qu'Hollande dit que Bouteflika va bien. C'est pour ça que nous avons eu la visite de 3 ministres français en 2 mois en Algérie. La ministre de l'Énergie, la ministre de la Culture, la ministre de l'Éducation. Et nous apprenons aussi que le Premier ministre français va venir aussi début février. Donc la France, elle est très contente de ce régime-là parce que le régime lui a donné toutes les garanties financières. Rien que le contrat de Adrar, le contrat toit de gaz, a permis à la France d'avoir 197 milliards de dollars jusqu'en 2043, alors qu'en janvier, nous allons entrer en austérité en Algérie. Le prix de l'essence va augmenter, le prix des nécessités va augmenter, etc., etc. Donc c'est la France qui est la grande gagnante du fait que nous avons des dirigeants corrompus. Oui, mais en quoi pardonner à ceux qui ont détourné de l'argent va régler ce problème? Mais c'est simple. À partir du moment où nous pardonnons aux dirigeants politiques actuels, ça veut dire qu'ils vont sortir par la grande porte.
après cette initiative, il y aura des nouveaux dirigeants politiques en Algérie, j'espère des dirigeants intègres. Et ces dirigeants intègres n'auront aucun souci à renégocier tous les contrats gaz et pétrole avec la procédure de l'arbitrage international au motif des changements économiques. C'est un des motifs qui existe dans tous les contrats gaz et pétrole. Et ce changement des conditions économiques, c'est quoi concrètement? C'est la division par 2 du prix du gaz et du pétrole depuis 1 an. Et n'importe quel tribunal international donnera raison à l'Algérie pour renégocier tous les contrats gaz et pétrole avec les multinationales françaises et étrangères. Donc je le redis, je préfère pardonner aux dirigeants qui ont volé 20 milliards au peuple algérien de façon à récupérer chaque année 15 milliards de dollars. Donc moi je suis un homme d'entreprise et un homme politique et ma valeur essentielle c'est le pragmatisme. Nous essayerons de revenir sur cette question plus en profondeur, mais sinon au sujet de cette initiative des 19 ou des 16 ou de ce qui va en rester d'ici demain, qu'est-ce que vous envisagez de faire vous-même pour essayer d'éclairer les Algériens sur l'état de santé du président Bouteflika? Je crois qu'il faut des actions de terrain. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai appelé M. Sofiane Djilali tout à l'heure, c'était d'envisager ensemble, avec l'opposition, avec le peuple algérien, avec ses 19 personnalités, d'aller concrètement à Zeralda et de voir la réaction des autorités. Si la réaction des autorités est violente, ça veut dire que le président n'a pas l'état de santé nécessaire pour conduire les affaires du pays. Mais s'ils acceptent que nous rencontrions, par le biais d'une délégation, le président Bouteflika, ça voudra dire que le président Bouteflika va bien. Donc je crois que c'est le moment d'envisager une action citoyenne pacifique forte à Zeralda avec l'opposition, les personnalités et le peuple algérien, Inch'Allah. Restez avec nous, Rachid Nekez. Sofiane Djilali, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de façon concrète de Rachid Nekez? Vous êtes partant, vous êtes d'accord? Vous voyez autre chose? Sofiane Djilali? Est-ce que nous avons perdu Sofiane Djilali? Ah non. Ah, oui. Oui, Sofiane, vous avez entendu ma question? Sofiane Djilali? Non, pas du tout. Alors, je vous demande, est-ce que vous avez entendu ce que disait Rachid Nekez? Oui, pour l'essentiel, j'ai entendu. Alors, si vous voulez commenter, apporter votre avis à la question, nous dire ce que vous-même comptez entreprendre. Écoutez, la situation est extrêmement grave dans le pays. Tout le régime maintenant est clairement déstabilisé. Il peut y avoir des dérapages à tout moment. On voit la panique telle qu'on l'a vu en direct avec le secrétaire général du FLN, M. Saadani, mais aussi avec M. Oudahia, M. Tellen. Tout cela n'augure rien de bon. Je crois que l'opposition doit agir avec plus de force, plus de détermination, mais tout en contrôlant chacun des actes. Il n'est pas question d'aller faire n'importe quel geste où des dérapages peuvent survenir, mais en même temps, il n'est pas question de lâcher la pression sur le pouvoir. Nous le ferons de multiples façons. L'opposition doit se retrouver très bientôt. À cette occasion, j'invite M. Nekez aussi d'être avec nous, puisque l'IXO s'est élargi et qu'on prépare un congrès pour le plus tôt possible. C'est par un travail de fond, continu, sérieux, qui finira par donner des fruits. Merci, Sofiane Djilali. Mohamed Maïz, il reste environ 3 minutes de votre temps. Je vous laisse donc conclure, nous dire ce que vous-même et votre formation comptez entreprendre. Comment voyez-vous les perspectives? Moi, si vous permettez, juste un mot. Vous avez 3 minutes, hein. Faites en sorte de rester dans le cadre du temps qui vous reste. Oui, juste sur cette histoire d'amnistie fiscale, financière et fiscale dont parle M. Nekez. Moi, je crois que c'est une prime à l'impunité, c'est une prime au vol, c'est une prime à la rapine. Et il faut savoir que ces gens-là qui aujourd'hui ont pris les leviers économiques et se sont fait des fortunes, ce sont eux, s'ils ne sont pas
jugés, s'ils ne sont pas remis à la justice pour rendre des comptes, ce sont eux qui vont prendre les leviers politiques. Parce qu'ils vont avoir les moyens de leur politique, et ce sont ceux-là qui vont aujourd'hui, et c'est ceux-là qui aujourd'hui, justement, gèrent au nom du président de la République. Comme je dis, l'Algérie est devenue l'Algérie des affaires et non pas l'Algérie des institutions. Donc, pour moi, c'est un grave dérapage et c'est un grave déni pour donc, par rapport à cette démarche des 19 ou des 16 maintenant, peut-être demain ça sera encore moins, c'est vrai qu'elle a le mérite d'avoir un peu fait bouger les lignes. Mais il se trouve que le pouvoir a toujours été autiste. Quelles que soient les revendications, quelles que soient les actions qui sont menées par l'opposition ou par il n'y prêtera pas attention. C'est un pouvoir qui a son programme, qui a ses visées, qui a sa démarche. Il ne prêtera pas attention, sauf dans le cas où il y aura une réelle opposition qui va le forcer à justement prendre en considération l'avis du peuple, parce que pour le moment, l'avis de Hollande compte beaucoup plus que l'avis des 40 millions d'Algériens. Hollande qui parle d'alacrité, eh bien, il faut savoir que cette alacrité a été négociée à coup de contrat. Et si demain il y a plus de contrats, eh bien, cette alacrité va devenir une lumière. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed Maïz. Nous arrivons à la fin. Je suis désolé de vous interrompre. J'espère que vous serez bientôt des nôtres et plus souvent. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Je n'aurai même pas l'occasion de conclure. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed Maïz. Merci à Rachid Nekez. Merci à Soufiane Gilali. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair. Slama.